Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette quatrième conférence de la série de conférences sur la COVID-19 en milieu de travail. Alors, je me présente, Marie-Pascale Sassine, chef de l'unité scientifique en santé au travail de l'Institut national de santé publique du Québec. C'est moi qui ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Au menu ce midi, nous avons éclosion en milieu de travail à intervenir en étant vigilant. Pour vous rappeler que cette série de conférences, ces conférences sont produites avec la collaboration de l'École de santé publique de l'Université de Montréal et sont accréditées par la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elles sont préparées en collaboration entre l'INSPQ et le réseau de santé publique en santé au travail. Je vais quand même ouvrir la présentation. Je crois que c'est M. Adib qui doit projeter la présentation. Merci. Prochaine diapo. Donc, voilà. Alors, les objectifs pour l'ensemble de la série des conférences, pour toutes en fait les conférences, au terme de l'activité, les participants disposeront des arguments nécessaires éclairés par des connaissances et opinions d'experts les plus récentes pour orienter leurs activités contre la COVID-19 dans les environnements de travail. C'est un objectif ambitieux. Chaque sujet est déterminé selon l'actualité de la COVID-19 et les formations sont élaborées avec évidemment le plus de rigueur possible dans un contexte où l'information va changer rapidement. Nous avons eu, malheureusement, pour cette conférence, quelques soucis techniques. Nous nous en sommes désolés, mais voilà, nous sommes prêts à nous lancer. Alors, sans plus tarder, j'aimerais quand même souligner le travail du comité scientifique et du comité organisateur que vous avez à l'écran. Et j'aimerais aussi vous indiquer qu'ils ont tous déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt potentiel ou réel, et que cette activité respecte le code d'éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins. Le déroulement de l'activité de ce midi, alors vous avez tous micro et caméra fermés par défaut. Il y aura quelques sessions de questions que vous pourrez déposer dans le chat selon les directives de vos présentateurs. Évidemment, surtout viser des questions pour nos panélistes. On va profiter de nos panélistes. L'ensemble de l'activité va être évalué, notamment pour bonifier le tout, mais aussi pour que vous puissiez obtenir des attestations ou les crédits de formation. Pour votre information, la conférence est enregistrée, donc pourra être réécoutée en mode asynchrone. Elle va être déposée sur le site Internet de l'INSPQ. Il y a déjà 2 présentations qui sont ou seront déposées sous peu. Alors, il va être important de procéder à votre évaluation à la fin de la rencontre. Votre animateur et les présentateurs, les voici. Vous les avez à l'écran. Les caméras sont peut-être toutes fermées, mais vous pourriez peut-être ouvrir vos caméras. Alors, votre animateur pour ce midi, Richard Martin, qui est conseiller scientifique à l'INSPQ, mais qui va aussi vous présenter certaines informations. France Tissot, aussi conseillère à l'INSPQ. Georges Adib, conseiller scientifique à l'INSPQ. Nous avons aussi la chance d'avoir Dr Pierre Deshaies de la région de Chaudière-Appalaches, Dr Sidonie de la région de Montréal, Sidonie Pénicaud, pardon, de la région de Montréal et Dr Ariane Courville de la région de la Gaspésie. Encore une fois, votre animateur et les présentateurs ont tous déclaré n'avoir aucun conflit d'intérêt réel ou potentiel et l'ensemble de l'activité donc respecte le code d'éthique du Conseil québécois de développement professionnel continu des médecins. Alors, sans plus tarder, je vais passer la parole à M. Martin qui va débuter la présentation de ce midi. Merci, bon webinaire. Bonjour à tout le monde. Merci d'être là pour cette présentation, ce webinaire. Si on enclenche sur les diapos suivantes, donc il est important de rappeler les objectifs, donc expliquer l'importance de la vigie des éclosions en milieu de travail dans le contexte de la pandémie actuelle, être capable de nommer les informations utiles pour soutenir la prise de précision en prévention et en gestion des éclosions, et également utiliser une démarche logique et critique de prise en charge rapide et adaptée d'une éclosion en milieu de travail.
Bon, le déroulement, là, il a été présenté là, rapidement, un bref rappel, une très courte introduction. On va passer rapidement à la présentation sur la vigie. Vous allez avoir droit au trio au complet qui s'occupe de cette vigie-là actuellement. Ensuite, il va y avoir 2 cas de présentés par le docteur Deshaies et Pénicaud. Et enfin, puis l'algorithme de gestion qui vous sera proposé par Ariane Courville. Et on pourra conclure également avec quelques questions générales et une période d'échange. De manière générale, ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de vous montrer en quoi la vigie des éclosions en milieu de travail, elle servait à quoi, pourquoi, quelle est sa raison d'être et à qui elle pouvait servir, ce qu'elle va nous apprendre et surtout être capable de faire son lien avec les interventions qui sont faites, parce que c'est de là qu'elle naît, cette vigie-là, à partir des enquêtes et des actions terrain. Et donc, on pourra, avec nos présentateurs, aller au cœur des actions sur le terrain. Dans le cadre pour la présentation sur la vigie, on va rappeler rapidement le contexte, l'historique et les objectifs, la définition, la méthode, ses forces et limites, les obstacles qui ont dû être surmontés, ou qu'il y en a peut-être qui restent encore, quelques exemples d'analyse et montrer aussi que la vigie, principalement exercée au niveau national, il y en a quand même une qui existe au niveau régional et il y aura quelques mots là, pour conclure cette section. Il faut rappeler que la vigie s'est exercée dans le cadre d'un mandat du ministère confié à l'INSPQ, un mandat général qui incluait les actions en surveillance pour soutenir à la fois le ministère et aussi l'ensemble des directeurs de santé publique, ce qui a donné lieu à la mise sur pied d'un groupe de travail, donc composé de Pierre Deshaies, Denis Laliberté, David Bellemare, en plus de France Tissot, Georges et moi-même. L'objectif qu'on s'était donné initialement, c'est d'assurer un lien avec les systèmes en place. On a essayé de comprendre un peu quels étaient les systèmes qui étaient déjà en place au début de la pandémie, tous sur la gouverne du ministère et aussi des équipes de maladies infectieuses, de manière à alimenter leur réflexion sur la place que devaient avoir les milieux de travail et afin aussi de mieux repérer les cas de COVID dans ces milieux-là. Les objectifs qu'on s'était donnés, c'est identifier et suivre de manière prospective les milieux de travail en situation d'éclosion par secteur d'activité économique, de repérer les milieux les plus affectés, fragilisés ou encore contribuer, si possible, à prioriser des interventions dans les différents secteurs au plan national et surtout de fournir aux décideurs et aux responsables de santé publique une information de qualité sur la situation qui prévaut dans les milieux de travail et son évolution. Par contre, je pense qu'il est important au moins, étant donné qu'au Québec, on a décidé que le mot vigie avait une importance en soi ou distincte de la surveillance. La surveillance qui est un processus continu, systématique, davantage avec lequel on est habitué en santé au travail, principalement à l'égard de problèmes chroniques, alors que la vigie se distingue par une détection précoce de phénomènes ou de faits, et elle s'exerce à beaucoup plus court terme et dont l'objectif rapide, là, dans un contexte de rapidité et d'alerter les autorités sur une situation qui est en constante évolution. Donc, comme je le disais, ce n'est pas courant, ce n'est pas habituel en santé au travail, c'est un processus davantage utilisé par maladies infectieuses. En santé au travail, on était davantage concentré sur des actions de surveillance. Toutefois, dès le début de la pandémie, le besoin avait été identifié en se disant qu'il n'y a pas de données de vigie et de surveillance en dehors des secteurs de la santé, et donc tous les autres milieux de travail devenaient pour nous là, une préoccupation. Quelques mots sur la méthode. D'abord, vous présenter succinctement le processus, c'est-à-dire qu'on part du dépistage ou de la déclaration des cas confirmés, donc tout le travail qui est exécuté en santé publique, le ministère avec les CIS et les CIUS. Un coup que le cas est déclaré, évidemment, les enquêtes commencent auprès des cas, la recherche de contacts. À partir du regroupement puis d'informations, on est capable à ce moment-là d'identifier les éclosions et le repérage des milieux de travail qui peuvent présenter puis des éclosions. Tout ça naît des liens entre les équipes de maladies infectieuses et de santé au travail. Tout ça se passe à l'intérieur des directions de santé publique. Et cette information-là est ramenée au niveau national dans le registre des éclosions, et ça depuis la fin du mois d'août. Il faut savoir qu'en santé au travail, on avait commencé un processus intérimaire dès la mi-juin à partir de transferts et d'informations nominales
sur les éclosions pour pouvoir traiter, je dirais, les informations au cours de la première période avant l'implantation du registre. Par la suite, ce qu'on fait à l'INSPQ, c'est qu'on prend les éléments maintenant contenus dans le registre, on les vérifie, on les valide. Il y a d'abord un jumelage avec le système d'information en santé et sécurité du travail. Vous verrez à quoi ce jumelage-là, quelle est sa plus-value. Et on analyse les données. C'est-à-dire qu'il y a quand même une grosse différence par rapport aux données qui sont publiées quotidiennement. Il y a des vérifications et des allers-retours qui se font avec des répondants ou les pivots dans chaque région. Et ça nous permet justement de sortir des données qui sont beaucoup plus exactes, en tout cas qui tendent à être plus représentatives du milieu. Et finalement, les rapports qui sont publiés à chaque semaine auprès des autorités. Et finalement, juste pour cadrer la gestion des éclosions, puis dans le fond, ça se passe au sein des directions de santé publique. Un coup que les enquêtes sont déclenchées, là, il y a tout le processus qui est de contact avec les entreprises dont les collègues pourront vous entretenir tantôt. Donc là, je passerai la main à ma collègue France pour la suite. Donc, l'idée de départ, c'était tout simplement de capter les milieux de travail avec des situations d'éclosion à partir des données disponibles dans les régions. Ensuite, de leur associer deux variables clés, soit le nom de l'établissement et le numéro d'établissement fourni par la CNESST, qu'on retrouve dans le CISAT, c'est-à-dire le système d'information en santé au travail. Ce numéro d'établissement, comme Richard le mentionnait, nous permet de faire un jumelage avec les données du CISAT pour catégoriser les données par type d'activité économique et par territoire géographique. Donc, bien entendu, la vigie nécessitait une définition d'éclosion commune et normalisée pour pouvoir comptabiliser facilement et d'une façon similaire les éclosions dans l'ensemble des régions. Donc, la vigie débute avec la présence de 2 cas confirmés ou plus dans un même milieu au cours d'une période de 14 jours. Et comme on voulait un processus simple et rapide sans les délais liés à l'enquête, on n'est pas obligé de... La définition ne requiert pas la nécessité de démonstration d'une transmission dans le milieu. Donc, c'est qu'on voulait une vigie qui est plus proactive. L'idée, c'était d'identifier rapidement les milieux et les secteurs possiblement plus à risque. Bon, on a vu que cette définition est utilisée également ailleurs, notamment aux États-Unis et au Royaume-Uni. Dernière chose sur les définitions, c'est qu'une situation d'éclosion est terminée lorsqu'il n'y a aucun nouveau cas au cours d'une période de 14 jours suivant la date de dernière présence du dernier cas confirmé dans le milieu de travail. Prochaine. La vigie comprend 2 indicateurs, soit le nombre total de milieux de travail en situation d'éclosion et le nombre total de cas confirmés depuis le début de la situation d'éclosion. Ces 2 indicateurs sont croisés avec des variables d'activité économique qui nous permettent de faire ressortir notamment les secteurs les plus touchés. On peut également faire des croisements avec divers lieux géographiques et on peut faire des croisements aussi avec le nombre d'employés dans les établissements. Donc, bien entendu, notre vigie comporte certaines limites, mais comporte notamment plusieurs forces. En fait, comme on attend toujours le mardi suivant la semaine CDC sur lequel porte notre rapport pour utiliser les données, c'est qu'on permet une mise à jour les lundis par les équipes, par les directions de santé publique. Donc, notre vigie est basée sur des données plus matures. Puis, comme Richard mentionnait, c'est qu'on fait plusieurs validations avec les régions qui nous permettent d'avoir une amélioration de la qualité des données. Et on fait également des analyses beaucoup plus détaillées qui nous permettent de caractériser le type d'entreprise touchée. Une autre de nos forces, c'est qu'on a une définition normalisée d'éclosion en milieu de travail qui est publiée et qui est utilisée depuis le début
de ce processus de vigie. Donc, nos rapports et nos analyses ont été utiles et sont utiles, on l'espère, pour divers acteurs en santé au travail, notamment le ministère de la Santé, les directions de santé publique, le ministère du Conseil exécutif, la MAPAC, la CNESST, les représentants patronaux et syndicaux et même le comité de construction. Parmi les limites, c'est certain qu'on a un délai un peu plus long entre la disponibilité des données et leur diffusion, parce qu'on fait un rapport hebdomadaire. C'est sûr que c'est une vigie qui requiert plus de ressources, notamment spécialisées en santé au travail, puisqu'on utilise beaucoup les données du CISAT pour faire des jumelages. Une autre des limites qu'on a constatées au fil du temps, c'est que ça arrive que certains milieux, dans certains établissements, les codes d'activité ne sont pas toujours adéquats, mais on est pris avec ça. Et pour terminer, c'est que pour nous, au niveau de cette vigie provinciale, c'est un petit peu difficile de contextualiser les éclosions qui sont dénombrées, notamment quand on a des questions des médias. Alors, je passe la parole à mon collègue Georges. Merci. Donc, avec tout ce qui a été dit, il a fallu souligner quand même l'importance du processus de vigie qu'on avait mis en place. Alors, celui-ci a fait l'objet d'une mention spéciale dans les mémoires qui ont été déposés par le réseau et par l'INSPQ aux audiences concernant le projet de loi 59. Et puis, on a été agréablement surpris aussi au mois d'octobre lorsqu'on a vu qu'on a eu un témoignage médiatique dans le Globe and Mail plutôt positif, qui soulignait le fait qu'on n'avait pas beaucoup, à travers le Canada, il n'y avait pas beaucoup de données sur la vigie des milieux de travail et que les données qui étaient présentées par l'INSPQ représentaient quand même ce qu'il y a de plus compréhensif comme information pour tout ce qui est éclosion dans les milieux de travail. Bien sûr, donc, il y a eu à surmonter certains obstacles tout en élaborant ce processus-là. Alors, on a quand même pu compter sur la bonne volonté de tout le monde. Et donc, il a fallu expliquer et convaincre de la portée, la faisabilité et l'utilité de ce processus de vigie en santé au travail, parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient encore des doutes là-dessus. Donc, ça nous a poussé à établir des liens avec les divers acteurs, que ce soit au niveau de l'interne, avec toutes les directions de santé publique et tous les acteurs en santé au travail, et à l'externe, au niveau du ministère notamment, et avec nos collègues de l'INSPQ. Et il a fallu solliciter leur appui et leur collaboration. Donc, on a voulu surtout s'allimer aussi avec les divers processus de travail. On ne voulait pas chambouler tout ce qui est déjà en place. Ce n'était pas le but. Le but, c'était juste d'avoir accès à l'information pour pouvoir dresser un portrait adéquat. Donc, on a toujours travaillé avec les processus qui étaient en place. Puis, on reconnaissait aussi que les équipes de maladies infectieuses, comme disait Richard, ont un rôle prépondérant en ce qui a trait à la vigie. Alors, tout ça pour faire valoir justement la spécificité de la santé au travail quand il est question de milieu de travail. Donc, on se disait qu'on avait beaucoup plus d'informations, beaucoup plus d'expérience pour pouvoir expliciter puis expliquer davantage qu'est-ce qui se passe au niveau de ces milieux-là. Donc, ce processus aussi a répondu à maintes demandes qui ont été faites depuis sa mise en place à la mi-juin 2020, notamment une demande du ministère du Conseil exécutif. Alors, ce ministère voulait comprendre un peu la situation dans les industries manufacturières et la construction à l'aube de la fermeture ou de la décision du gouvernement de fermer ou de garder ouverts certains secteurs d'activité. Donc, on nous a demandé un peu d'établir c'est quoi l'ampleur en termes de nombre de milieux qui étaient en situation d'éclosion. Donc, des proportions par 10 000 établissements, puis les nombres d'entreprises de chantier avec des situations d'éclosion. Donc, les constats, ça a été de montrer que les industries manufacturières étaient les plus touchées, notamment les industries des aliments. Puis, le nombre d'entreprises et de chantiers de construction en situation d'éclosion était à la baisse. Peut-être que ça coïncidait aussi avec la suspension des travaux sur les chantiers de construction à la veille de la période des fêtes. On ne sait pas. Alors, cette
Donc, il y a eu cette demande-là qui a mené à l'ajout de 2 figures dans notre rapport de vigie. Donc, une première figure qui donne une proportion par 10 000 établissements, donc le nombre d'établissements qui sont inscrits à la CNSST et qu'on obtient via le CISAT. Donc, établir le nombre d'éclosions par 10 000 établissements à travers les différentes divisions de la classification économique du Québec. Et une autre qui focusait plus spécifiquement sur le secteur de l'industrie manufacturière, pour voir un peu comment ça se déroule à l'intérieur de ce secteur-là. Bien sûr, il y a eu d'autres demandes qui ont été faites, tant par les ministères, par les médias ou autres groupes. À titre d'exemple, il y a eu des demandes par le MAPAC et le ministère concernant les travailleurs étrangers temporaires œuvrant dans l'agriculture. Leur nombre, combien ils sont confirmés, combien ils sont en quarantaine, etc. Il y a eu aussi une demande pour savoir combien de personnes, ou combien de premiers répondants ou des travailleurs, des paramédics qui étaient contaminés par le virus. On a vu qu'il y avait quand même une certaine limite par rapport à ces informations, notamment dans quelques régions. Puis, il y a eu un groupe de travail de l'INSPQ qui s'est penché un peu sur la question des cabinets de dentistes. On voulait savoir un peu c'est quoi l'ampleur en termes d'éclosion dans ces milieux de travail. Donc, toutes ces demandes ont été répondues en temps et lieu, et puis ça a amené bien sûr des changements au rapport hebdomadaire. Donc, on voit que nos indicateurs sont en constante évolution. Ils s'adaptent aux besoins exprimés. Ce n'est pas figé dans le ROC. Voici une figure, ou 2 figures plutôt, qui font partie d'une série de 6 qu'on présente à chaque semaine dans notre rapport. Celui-ci est intéressant parce qu'il fait un peu la comparaison entre les secteurs de l'industrie manufacturière, à l'exception de l'industrie des aliments et les industries des aliments. Alors, vous voyez, d'un côté, vous voyez le nombre de milieux qui est depuis la semaine 46. La semaine 46, c'est le moment où on a changé de définition pour la fin d'éclosion de 28 à 14 jours. Donc, on n'a pas voulu aller jusqu'à cette période-là. Mais juste pour vous donner une idée, on voit dans la deuxième figure, on voit qu'il y a quand même une chute drastique du nombre de cas à partir à peu près de la fin, je dirais à partir de la fin de l'année, début de l'année. Donc, on voit que ça coïncide avec justement la fin des éclosions dans le secteur des abattoirs. Ceci est une figure qu'on ne voit pas dans notre rapport, mais qui donne un aperçu, en fait, de l'évolution de la situation dans les abattoirs depuis le début de la pandémie, depuis le début de la vigie, pardon. On a eu comme ça 48 milieux qui ont été visés, ou en tout cas affectés plutôt, pour un total un maximum de 997 dans 10 régions. Puis on voit que justement, avec la fin de l'année, à la semaine 53-01, il commence à y avoir une chute du nombre de milieux qui étaient en éclosion. Pour terminer, donc, pour revenir un peu à ce qui a déjà été dit par mes collègues, on fait une différence entre la vigie provinciale et la vigie régionale. C'est une vigie qui est basée qui a une base hebdomadaire versus quotidienne, donc plus terrain. Donc, on fait des portraits selon les secteurs et des sous-secteurs. Contre, par exemple, quelqu'un qui ferait dans sa région un suivi de la situation au jour le jour pour faire de la gestion des interventions. Alors, bien sûr, on fait là une distinction entre vigie, qui est quand même de la famille de la surveillance, et la gestion, donc qui mène à des interventions, les deux étant des fonctions distinctes en santé publique, mais qui sont totalement distinctes aussi en termes de processus, mais qui sont quand même interreliés parce que la surveillance et la vigie peuvent alimenter les interventions. Donc, un portrait national peut être utilisé éventuellement pour établir des interventions en vue de mettre en place des mesures préventives dans un secteur en particulier qui a été mentionné dans le portrait national. Voilà, je donne la parole à Richard. Merci. Peut-être pour conclure, peut-être mentionner tout de suite, s'il y en a qui ont des questions, de peut-être commencer à les envoyer dans le chat. Bon, en termes de conclusion, c'est que dans le fond, nos travaux se réalisent à chaque semaine dans un contexte d'urgence dans lequel il y a peu d'espace de réflexion. Toutefois, la diffusion des rapports, c'est là, souvent on s'est questionné sur la diffusion
des résultats de surveillance ou de vigie, ça contribue à l'adaptation puis des rapports en fonction puis des besoins exprimés par les divers décideurs. La vigie a montré aussi la plus-value qu'a pu emmener la santé au travail avec sa spécificité. Non seulement est-ce qu'on a été la première vigie alors qu'on croyait être les retardataires initialement, mais on a été un peu les précurseurs sans le vouloir en tant que tel, mais ce qui a permis de fournir des informations beaucoup plus précises pour les milieux de travail que ce qui aurait pu être planifié initialement. La vigie aussi a pu être réalisée grâce, je dirais, à la puissance du réseau de santé au travail, qui a été capable de se mobiliser et de nous soutenir dans cette fonction-là grâce à des antennes terrain. C'est grâce au travail exécuté sur le terrain, à ce moment-là, que, je dirais, la vigie y trouve son compte. Et également, je pense qu'elle a montré un soutien aux décisions au plan national et également pour certaines interventions qui ont pu être menées dans certains secteurs, que ce soit au plan national ou régional. Bon, ça termine cette première partie et là, je viens de perdre les données. Bon, si vous voulez avoir aussi accès aux différents rapports et aux définitions, vous allez les retrouver sur les pages qu'il y a là. Quelques questions maintenant. La première, est-ce qu'il est possible d'obtenir les diapositives sur les éclosions dans les abattoirs? Oui, on pourra faire suivre ça certainement. Georges, c'est Nectaria qui pose la question. Est-ce qu'on avait d'autres questions pour le moment? Il y a quelques questions. Est-ce qu'on possède des données sur les travailleurs de ces entreprises, par exemple les ratios hommes-femmes ou encore le pourcentage de travailleurs selon l'origine ethnique? Pourquoi 28 jours a été ramené à 14 jours pour la définition de l'éclosion? C'est de Marie-Claude Letellier. OK, le 28-14, c'est un alignement avec l'ensemble des autres équipes. Puis France a expliqué tantôt le problème. Souvent, ça donne lieu parfois à des fermetures trop rapides des éclosions alors qu'ils sont obligés de les réouvrir et ça amène des corrections dans les données. Distinction homme-femme, non. On ne recueille aucune donnée nominale. C'est des données agrégées fournies par les régions. Est-ce qu'il y a une autre question que j'oublie? C'est comme si je ne les vois pas, ces questions-là, pour le moment. Ah oui, puis Marie-Claude, je le vois. Le pourcentage de travailleurs puis l'origine ethnique non plus, du fait que ce n'est pas une nominale. Par contre, vous avez dû voir, il y a une attention particulière pour les travailleurs étrangers temporaires. Prochainement, en tout cas, il y a des discussions avec le ministère pour bonifier le registre, pour pouvoir mieux capter cette information-là qui actuellement n'est pas tout à fait optimale. Il y a une question de Monique Isler. Est-ce que tu la vois? Là? Oui, les milieux où les travailleurs de la santé sont... On a exclu, je dirais, tous les milieux de la santé couverts par les équipes de prévention et de contrôle des infections. Puis, à ce moment-là, par contre, on ramasse pour tout ce qui est, je dirais, là, dans le privé. Ça inclut donc, par contre, ça inclut les centres de services sociaux, là, les centres jeunesse. Ça inclut les cabinets de dentistes, les cliniques de physiothérapie, les services ambulanciers. Normalement, ils sont couverts par la Vigie de santé au travail. Bon, y avait-tu autre chose? Que les interventions de terrain sont adéquates dans les secteurs ou des groupes non prioritaires. Moi, je dirais que l'ensemble des groupes sont couverts par les équipes terrain. Il n'y a pas de distinction qui est faite. Et je dirais que là, c'est peut-être les régions là, qui pourront répondre. Là. Je repasse dans le fond cette question-là à Pierre ou à Sidonie, mais à mon sens, il n'y a pas de... L'attention est donnée à tous les milieux sans distinction du groupe prioritaire. Je pense que les équipes de santé au travail ont été amenées dans des secteurs où ils n'étaient pas présents, sauf évidemment dans les milieux de garde scolaire et les établissements de soins de santé de courte et de longue durée. Ça terminerait, je pense, la période allouée pour les questions de cette première section. Immédiatement, j'ai vu là, les questions qui ont commencé à être adressées dans le chat. On va passer à la présentation de Sidonie.
acheminer dans la portion de questions qui va suivre la présentation que fait Sidonie. À toi, Sidonie. Bonjour, désolée là, du délai, je vais juste afficher ma présentation. Donc, c'est sur le même sujet que Pierre. Moi aussi, je vais vous parler d'une histoire de cas d'une éclosion et d'évaluation et de gestion là, de cette éclosion-là. Donc, je vais décrire en premier lieu l'entreprise. Mon entreprise aussi est aussi très grosse. Donc, il s'agit d'un centre de distribution pour une chaîne de magasins. On a aussi plus que 1000 travailleurs et on a trois quarts qui ne se croisent pas. Un très grand bâtiment et ce bâtiment-là est divisé en 2 secteurs A et B qui aussi ne se croisent pas. L'entreprise a plusieurs facteurs de vulnérabilité pour une éclosion sévère. Donc, on sait, il y a beaucoup de travailleurs qui sont là en présentiel. Le roulement de personnel est très élevé. La durée moyenne d'emploi d'un travailleur, c'est environ 3 mois dans l'entreprise. Il y a 11 agences de placement dans l'entreprise qui fournissent les travailleurs. Les travailleurs sont en grande majorité allophones, d'immigration récente. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de RAMQ. Nous, il n'y a pas de syndicat. C'est des gens qui ont une faible rémunération et qui ne sont pas payés s'ils ne travaillent pas ou s'ils sont en isolement. Là, il faut qu'ils demandent la PCU. Il y a un modèle d'embauche au niveau de certaines agences de placement que c'est famille-amis. Et on ne peut pas exclure qu'il y a certains de ces travailleurs qui habitent dans des quartiers avec des hauts taux de positivité. Maintenant, il y a aussi des facteurs protecteurs dans cette entreprise-là. C'est un très grand entrepôt. Là, on peut penser la taille de 2 ou 3 Costco. Là. Fait que c'est très grand. On nous assure que c'est possible de maintenir le 2 mètres. Les gens ne sont pas côte à côte. Il y a beaucoup de travailleurs qui sont à un poste fixe. Fait qu'ils n'interagissent pas vraiment avec les autres travailleurs durant leurs tâches. L'employeur est très, très collaborateur. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que on va y venir un peu plus tard, mais il y a eu une première éclosion au printemps 2020 et il y a beaucoup de mesures préventives en place. Il y a eu une visite de la CNSST que c'était note parfaite presque au printemps et les mesures semblent efficaces parce que malgré le début de la deuxième vague en septembre, on a des cas sporadiques des fois, mais il n'y a pas d'éclosion. Fait que tout semble aller bien. Et il y a aussi une surveillance vraiment accrue de l'application des mesures préventives. Ils ont embauché des gardiens de sécurité et il y a de la surveillance des travailleurs lors des repas, des pauses, puis sur le plancher de travail. Maintenant, je vais passer à la description de l'éclosion. Donc, comme j'ai dit, il y a eu une première éclosion fin mars à début avril 2020 avec environ 70 cas, puis par la suite, des cas sporadiques. La deuxième éclosion, bien, on commence à avoir des cas fin novembre à mi-décembre. On appelle l'entreprise parce qu'on a 11 cas. Ils nous disent que ces cas-là sont répartis sur les 3 quarts différents. Ils sont dans différentes parties de l'entreprise. Il n'y a pas de lien épidémiologique entre eux. Fait qu'on laisse ça comme ça, puis on dit, écoutez, s'il y a quelque chose, on se reparle, n'hésitez pas. Et c'est ça. À mon retour de vacances, on attend, c'est ça. Je suis mis au fait qu'il y a maintenant 83 cas dans l'entreprise et une semaine plus tard, on était rendu à 106 cas et c'est pas mal la fin de l'éclosion. L'entreprise a fermé à 2 reprises pendant le temps des fêtes pour comme les vacances des fêtes, là, fait que fin décembre et début janvier. Je vous montre une première courbe épidémique que j'ai fait là, le 29 décembre. Fait qu'on voit là, que c'est ça, jusqu'au 10-11, ça allait bien, puis après, il y a comme une explosion de cas. La prochaine courbe, c'est une courbe que j'ai faite à peu près une semaine plus tard. On voit en gris foncé les symptomatiques, puis en gris clair les asymptomatiques. Puis on voit, quand on a été mis au courant là, vers le 29 décembre, c'était pas mal la fin de cette éclosion-là. Maintenant, on fait, nous, un questionnaire des mesures préventives auprès de l'employeur. Et aussi, c'est ça, dans ce contexte-ci, on a procédé à une analyse épidémiologique. Fait que dans le questionnaire, chose qu'on a constatée, on le savait
avant la mi-décembre, le port du couvre-visage dans l'entreprise était facultatif. Et je parle de couvre-visage parce que les gens étaient à plus que 2 mètres, donc le masque médical n'était pas obligatoire, puis c'était l'employeur qui faisait comme plus que ce qui était demandé. Et c'est ça, mi-décembre, ils ont mis le couvre-visage obligatoire. Et nous, notre recommandation, c'était de passer au masque médical, mais il y avait beaucoup d'enjeux d'opérationnalisation puis de la résistance aussi là, de la haute gestion en lien avec ça, parce que s'ils faisaient ça, ils allaient devoir faire ce changement-là dans leurs entreprises à travers le Canada. Aussi, on avait des questions en lien avec les communautés culturelles, la fréquentation hors du travail. On a essayé d'utiliser un proxy. On a demandé les codes postaux des lieux de résidence de tous les travailleurs pour essayer de faire une analyse, c'est ça, la cartographie. Ensuite de ça, les enquêtes des contacts et des cas sont faites par les agences de placement et tout le monde dans les enquêtes dit qu'il n'y a pas de contact étroit. Fait qu'on se pose des questions sur comment bonifier ces enquêtes-là. Puis comme vous le savez, bien, on a un taux de roulement élevé, des barrières linguistiques. Fait qu'on s'assure de la fréquence des formations aux travailleurs. Puis il y avait déjà eu dans le passé de la distribution de matériel multilingue et on s'assure que ça continue à être communiqué aux travailleurs. Maintenant, pour l'analyse épidémiologique, bien, sur les 83 cas, les 3/4 sont touchés assez également. Le nombre le plus important de cas se retrouve dans différents secteurs selon le corps et il y a 4 agences sur 11 qui ont la majorité des cas. Aussi, il y a 2 métiers qui semblent être les plus touchés, les distributeurs où il y a 28 cas, puis les monteurs de palettes où il y a aussi 28 cas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est comme divisé en allées et il n'y a pas vraiment une allée là, qui est touchée plus que les autres. Il y a environ 1 à 2 cas par allée. Et quand on présente ces données à l'entreprise, ils disent, bien, nous, on ne voit pas vraiment de lien entre les cas ni de situation qui mène à la transmission dans l'entreprise. Aussi, on a eu du covoiturage, mais ce n'est pas la majorité des cas. Puis on n'a pas l'information non plus pour la majorité des cas. Il y a certains travailleurs qui sont rentrés travailler avec des symptômes, mais ce n'est vraiment pas tout le monde. Puis, quand on a fait la cartographie en lien avec le lieu d'habitation, oui, des fois, on a 2 à 3 personnes qui habitent dans un même quartier, mais on n'a pas un agrégat franc. Toutefois, il y a quand même des gens qui habitent dans des quartiers avec des hauts taux de positivité. Fait qu'on arrive après cette analyse-là pour se dire c'est quoi les sources d'acquisition. Et on se dit, peut-être les tâches au travail, on voit que la répartition des cas, elle n'a pas l'air aléatoire. On a un peu de covoiturage, un peu de cohabitation, potentiellement de la fréquentation hors travail, vu qu'il y a le modèle d'embauche famille-amis, et bien, potentiellement aussi dans la communauté parce qu'on a fait des contacts avec les agences de placement et certaines nous disent recruter dans certains quartiers spécifiques et ces quartiers-là ont des hauts taux de positivité. Et maintenant, le dépistage. Bien, je vais vous dire, nous, bien, mon approche, là, ça a été une approche vraiment différente de celle de Pierre. Je n'ai pas procédé au dépistage. Et il y a des arguments, bien, c'est ça, pour et contre le dépistage. Fait que là, je vous présente les pour. Fait que c'est une grande entreprise. Fait qu'il y a du potentiel d'avoir une grosse éclosion, comme on a vu. C'est une éclosion qui est disséminée à travers plusieurs secteurs de l'entreprise. Il y a de la difficulté à identifier les contacts via les enquêtes qui sont faites par les agences de placement et la santé publique. Il y a des présences de barrières de communication avec beaucoup de personnes qui sont allophones. Les gens ont des raisons de continuer à travailler symptomatiques parce qu'ils ne sont pas très payés, puis s'ils arrêtent de travailler, bien, ils ne seront peut-être pas du tout parce que ce n'est pas toujours facile de demander la PCU. Mais on voit qu'ils ne rentrent pas vraiment travailler symptomatique. Il y a le port du couvre-visage à la place du masque médical, puis peut-être qu'il y a de la fréquentation hors travail chez certains. Maintenant, les contre. Quand je suis arrivée sur les lieux, bien, le pic semble déjà passer, la courbe épidémique est pas mal à la baisse et je me dis, est-ce que je vais vraiment trouver beaucoup d'autres cas? Aussi, quand on est arrivé, on était juste avant la deuxième période où ils allaient fermer pendant 3 jours. Fait qu'on s'est dit, bien, soit ils vont utiliser ce temps-là pour passer du temps en famille puis faire plus de contacts, ou ça va casser la courbe.
Ensuite de ça, on nous rapporte peu de contacts à moins de 2 mètres, peu de mobilité des travailleurs. Les mesures préventives sont bonnes. Il y a peu de cas, comme on disait, qui travaillent avec les symptômes. Puis, bon, il y a toute la... C'est ça, le fait des ressources, fait qu'il y a beaucoup de travailleurs, 1000 travailleurs, ça demande beaucoup de ressources. C'est quoi la capacité des laboratoires des CIUS? On a décidé d'aller faire une visite le 8 janvier. Il y avait des enjeux là, de fermeture de l'entreprise, puis après ça, de disponibilité des gens pour nous faire visiter. Fait que c'est pour ça qu'il y a comme un certain délai. Ce qu'on remarque, bon, sur le plancher de travail, c'est très grand, mais on a quand même des fois des groupuscules, là, des contacts brefs, mais répétés qui vont se passer entre les gens qui font des palettes puis les gens qui viennent distribuer les marchandises. Fait qu'on se dit 2 mètres, mais quand même, des contacts brefs et répétés. À la cafétéria, ils ont vraiment bloqué beaucoup de places. C'est des tables comme à 10 places fixes, puis ils ont barré, là, il y a comme 2 places par table qui sont utilisées. Mais en mesurant, avec le galon mesuré, on se rend compte qu'il y a beaucoup de places assises qui sont à environ 1,60 m de distance. Et ça, malgré la visite de la CNSST qui était venue, qui avait dit que tout était beau. À l'arrivée des travailleurs, on voit que quand même s'il y aurait de la place pour être à plus que 2 mètres l'un de l'autre, parce que c'est comme dans le stationnement, il y a quand même de l'attente à moins que 2 mètres, mais les gens portent souvent quand même des couvre-visages. Au niveau des EPI, le masque médical vient d'être mis en place le jour de notre visite. La gestion a finalement accepté et on a un taux d'observance qui est très, très haut quand on visite. Et on veut quand même valider là, que c'est bien des masques certifiés, fait qu'on prend des photos de la boîte et tout ça. Et bien, c'est ça, on revérifie là, la fréquence des formations et tout ça, et c'est jugé adéquat. Maintenant, les recommandations qu'on a faites en lien avec ça, bien, c'est sûr, on a recommandé de continuer à porter le masque médical en tout temps. À la cafétéria, on a dit, bien, il faudrait vraiment travailler sur le 2 mètres. Est-ce que c'est possible de diminuer le nombre de places? Est-ce que c'est possible? Il y avait déjà 3 ou 4 groupes là, de plages horaires pour les lunchs puis les pauses, mais est-ce que c'est capable d'augmenter encore le nombre de plages horaires pour diminuer le nombre de travailleurs qui sont là en même temps? Peut-être qu'on peut rajouter des barrières physiques aux tables, mais on nous rapporte quand même beaucoup d'enjeux pour l'opérationnalisation de ces mesures-là. L'arrivée des travailleurs, bien, travailler sur le 2 mètres à l'extérieur. Les EPI, bien, c'est ça, on a validé la certification et finalement, ils étaient certifiés, fait que tant mieux. Et pour les enquêtes des cas par les agences, on a demandé, bien, est-ce que c'est possible de poser des questions sur les personnes fréquentées lors des repas, les pauses, peut-être, s'il y a un rapprochement à l'extérieur du travail, et même si les travailleurs jugent que c'est des contacts qui sont à risque faible, parce que des fois, quelqu'un juge que c'est à risque faible, mais ce ne l'est pas vraiment. On aurait pu faire différemment. C'est sûr qu'on réfléchit toujours à ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on aurait pu faire mieux. Souvent, je demande des photos de l'aire de travail, des salles de repas. Probablement que j'aurais pu en demander plus tôt. La visite, ben, c'est sûr qu'elle aurait pu être faite plus tôt, malgré une visite antérieure là, qui s'était très bien passée par la CNSST. La question maintenant, c'est à quel moment? Est-ce que je l'aurais fait quand il y avait 11 cas? Peut-être pas non plus. Le dépistage, ben, dans ce contexte-là, je pense qu'on a quand même, ben, on est peut-être arrivé trop tard pour le dépistage. J'avoue que c'est pas quelque chose que je fais très fréquemment. Puis la question, c'est toujours à quel moment. Des fois, il y a des petites éclosions qui ne vont pas devenir plus grosses. Fait qu'est-ce qu'on le fait vraiment au début? Mais on ne veut pas le faire trop tard quand ben, l'éclosion est passée. Puis bien sûr, il faut toujours chercher à améliorer la communication de l'entreprise, la santé au travail durant des périodes fériées, puis tout ça, parce qu'on a quand même une très bonne communication avec cette entreprise-là en temps normal. En conclusion, ben, vous le savez, là, la source d'une éclosion, c'est souvent difficile à déterminer et ça peut être mixte. Fait que tant dans l'entreprise, au sein de l'entreprise, que dans la communauté puis la vie privée. C'est difficile d'agir aussi sur les sources de transmission dans la vie privée. On essaye d'explorer ce qu'on pourrait faire. À Montréal, il y a une initiative par la Croix-Rouge
pour l'aide à l'isolement. Fait qu'on essaye d'explorer cette avenue. Ensuite de ça, ben, j'espère que j'ai pu vous montrer que l'analyse épidémiologique aide à générer des hypothèses concernant les modes de transmission. Puis finalement, ben, il peut être difficile de décider dans quelle situation et à quel moment faire un dépistage et ou une visite. Puis l'impact du dépistage sur la progression d'une éclosion peut être difficile à quantifier. Je suis certain que plein de vous ont différentes opinions à propos des choses que moi je viens d'énoncer, puis ça va être intéressant d'en discuter ensemble. Donc, merci beaucoup. Je termine cette partie. Merci à vous deux. Toujours très intéressant. Maintenant, je passerai la pôle à Ariane pour présenter l'algorithme. Merci, Ariane, de prendre la relève. Merci beaucoup. Donc, ça ne serait pas très long. Voilà. Merci. Moi, je suis Ariane Courville, médecin en santé publique en Gaspésie, aux îles de la Madeleine. On m'a désigné volontaire pour vous présenter les travaux d'un sous-groupe de travail du GTSAT COVID, soit un algorithme pour la prise en charge rapide de nouvelles situations d'éclosion ou à risque d'éclosion importante en milieu de travail. Donc, je vous dis tout de suite, cet algorithme n'est pas terminé, n'a pas subi l'épreuve de la consultation, donc il pourra très certainement être bonifié de vos commentaires. Le PowerPoint ne sera pas disponible, mais l'algorithme va l'être sous peu pour que vous puissiez ajouter votre grain de sel. Donc, voici les valeureux membres de ce sous-groupe. Voilà, voici les membres du sous-groupe qui sont Tania Abouchakra, Pierre Deshaies, Elisabeth Lajoie, Émilie Manthorpe, Sandra Palmieri, Marie-Ève Pelletier et Sidonie Pénicaud, ainsi que moi-même. Donc, voici quelques éléments qui ont guidé notre démarche. D'abord, on a supposé que la hiérarchie des mesures était connue et mise en place par les employeurs. Évidemment, ce n'est pas toujours le cas, donc il y a beaucoup d'actions qui visent à renforcer ces mesures-là. Il y a quand même une grande diversité de régions. On avait aussi un sous-groupe de travail qui était quand même assez bien représenté de l'Outaouais jusqu'à la Gaspésie et les îles de la Madeleine. Et on sait que les façons de travailler d'une région à l'autre sont diversifiées et aussi qu'on a des réalités différentes dans nos régions. On sait aussi que la capacité dans le temps, en fonction de l'épidémiologie régionale, peut varier dans une même région. Donc, on a voulu laisser une grande place au jugement de l'équipe régionale. On a fait une gradation des interventions à 4 niveaux selon l'évaluation du risque. Donc, le niveau 1 étant les interventions assez de base et niveau 4 étant les interventions lors d'une situation qu'on juge plus à risque. Et les niveaux se superposent. Donc, le niveau 1 est inclus dans le niveau 2, qui est inclus dans le niveau 3, qui est inclus dans le niveau 4. Voici donc l'algorithme général. Je sais que c'est trop petit pour que vous puissiez voir, mais en gros, il y a 5 points d'évaluation qui sont en général sous forme de questions. Et vers le bas, vous voyez, là, suite à l'évaluation du niveau de risque de transmission dans l'entreprise, vous arrivez à un tableau qui détaille 4 niveaux d'intervention. Donc, en gros, c'est l'algorithme général. La question des variants sous surveillance n'est pas encore intégrée dans notre algorithme, mais la réflexion est en cours pour le faire puisque leur présence va influencer notre évaluation du niveau de risque de transmission. Donc, je passe très rapidement en revue l'outil dans sa forme actuelle. D'abord, on commence avec tout nouveau cas de travailleur qui a fréquenté le milieu de travail dans la période d'acquisition ou de contagiosité. Alors, est-ce que l'enquête du cas révèle que le cas a fréquenté le milieu de travail dans sa période de contagiosité? Si la réponse est non, on va à la droite et on se pose la question, est-ce que c'est le premier cas? Si c'est le premier cas, alors on fait une intervention de niveau 1. Ça me permet de vous présenter le tableau sans entrer dans le détail là, parce que les catégories qui se trouvent à gauche pourraient être éventuellement rebrassées, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment on a fait la chose. Au niveau 1, les interventions sont celles qui devraient déjà s'appliquer avant même l'éclosion. Donc, il y a une vigie qui devrait être continue, un questionnaire des symptômes par l'entreprise,
une autosurveillance des symptômes des contacts à risque faible. Et on voit là, évidemment, une opportunité de prévention auprès de l'établissement. Donc, on peut entrer en contact avec l'employeur, lâcher un petit coup de fil si on le souhaite, mais c'est toujours en fonction de la pertinence et des capacités de l'équipe à le faire, parce qu'on ne juge pas que c'est une situation qui est très à risque. Ensuite de ça, si l'enquête révèle que le cas a fréquenté le milieu de travail pendant sa période de contagiosité, on passe à la branche de gauche et là, on se pose la question, combien y a-t-il de cas actifs dans le milieu de travail? Et là, il peut y en avoir, bon, disons qu'il y en a de 1 à 4, on va vers la droite, et on se pose la question suivante. Est-ce que l'enquête du cas révèle des déficiences dans la prise en charge des mesures préventives ou des contacts étroits, ou une présence au travail avec des symptômes pendant plusieurs jours? Si la réponse est non, on peut aller vers l'intervention de niveau 1. Sinon, ou si on a des doutes, on doit à ce moment-là caractériser le risque de transmission dans le milieu de travail. Même chose, si on a 5 cas ou plus, on se dirige directement vers la caractérisation du risque de transmission dans le milieu de travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait ça, une caractérisation? Bien évidemment, ça suppose une enquête dans le milieu de travail auprès de l'employeur et des travailleurs. Et là, on va tenter de mieux connaître le milieu, le nombre de travailleurs, le type de production, les lieux physiques, etc., etc. On veut documenter les mesures de prévention qui sont mises en place durant les heures de travail, bien sûr, mais ne pas oublier les repas, les pauses, les déplacements, le covoiturage, l'hébergement. Ensuite, on veut approfondir l'enquête de cas dans certains cas et peut-être réévaluer le niveau de risque des contacts. Finalement, on veut analyser les liens épidémiologiques entre les cas pour voir s'il y a des évidences de transmission liées au travail. Et avec tous ces éléments-là, on passe à la 5e question. Quel est le niveau de risque de transmission dans le milieu de travail? Et là, je dirais que c'est là que l'art intervient. Pour le moment, on suggère de poser un jugement global avec l'information recueillie lors de la caractérisation. On jongle avec l'idée de créer un outil simple qui pourrait aider les équipes, mais on ne souhaite pas aller vers une grille à cocher ou un score parce qu'on pense que chaque situation d'éclosion est assez unique et complexe et que le jugement professionnel est particulièrement important dans ces situations-là. Alors, une fois le niveau de risque déterminé, faible, modéré ou élevé, c'est là qu'on entre dans ce tableau que je ne présenterai pas au complet, mais juste pour aller rapidement de la droite vers la gauche. Le niveau 1, je vous l'ai déjà présenté. Le niveau 2, on va faire un contact téléphonique avec l'employeur, on va rappeler des mesures préventives, on va certainement être plus prudent avec les contacts à risque faible. On peut suggérer de la formation, de l'affichage, des communications aux employés par l'employeur. Au niveau 3, on considère une visite sur place. On renforce les mesures, mais peut-être qu'on est rendu à en ajouter aussi si les mesures de base ne sont pas suffisantes. On veut communiquer avec des représentants des travailleurs et de l'employeur. Donc, ça, c'est important, une fois au moins, mais peut-être plus d'une fois. On suggère un registre des symptômes, un dépistage des contacts à risque faible. On pourrait même commencer à considérer le dépistage massif et aviser la CNSST si on en sent le besoin. Et finalement, au niveau 4, une visite s'impose, ou en tout cas, on le suggère fortement. Et on pense que la mise en place d'un comité de gestion d'éclosion qui va faire un suivi serré serait très pertinent. On pourrait auditer les mesures et ajouter des mesures au besoin, faire peut-être un dépistage massif si on pense que c'est pertinent aussi, et commencer à jongler avec l'idée d'une fermeture partielle ou complète de l'établissement. Et là, les communications, autant internes et externes, et la collaboration avec la CNESST sont particulièrement importantes. Donc, ce qui n'est pas inclus encore dans notre algorithme, mais qu'on va inclure aussi, c'est qu'après la mise en place de l'intervention, s'il survient de nouveaux cas, il va falloir réanalyser la situation, donc le niveau de risque, et réajuster les interventions en conséquence. Donc, voilà très rapidement ce qu'on a fait jusqu'à présent. Ce qu'il faut retenir, c'est que les travaux du sous-groupe sont toujours en cours.
Il va y avoir une consultation du GTSAT COVID et de la communauté médicale de pratique en santé au travail. Et les idées et les commentaires sont bienvenus. Donc, vous pouvez déjà, si vous en avez, les transmettre à un membre du sous-groupe de travail ou à un médecin de votre région qui participe à la CMP SATQ. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ariane. On a maintenant encore un peu de temps pour une période de questions. Donc, il nous reste un gros 8 minutes qu'on va pouvoir prendre pour des questions. Il y en a une qui n'avait peut-être pas été répondue. Je ne sais pas s'il y a des précisions par rapport à la présentation d'Ariane, mais tantôt, il y a quelqu'un qui se posait la question, comment fait-on pour vérifier la certification des masques? Je ne sais pas si avec Sidonie ou Pierre. Sidonie l'a évoqué. Oui, merci Sidonie. Je ne suis pas super experte, là, c'est plus mes intervenants qui vont le faire. Il y a des normes là, qui sont émises tant par l'INSPQ que par la CNSST. Puis habituellement, ce qu'on va faire, nous, on va demander comme une photo de la boîte, puis des fois, dans la boîte aussi, il y a un genre de petit certificat ou des fois, la compagnie qui fournit les masques donne un certificat. Puis les intervenants vont regarder en plus de détails, mais si vous avez plus de questions, vous pouvez m'envoyer un courriel, puis je pourrais vous mettre en contact avec eux. Fait que moi, je ne le fais pas au quotidien, mais il y a aussi des sites web où on peut aller voir là, si une certaine marque de masque est certifiée ou non. OK. Pour Ariane... En complément, excuse-moi Richard, ouais. Deux choses que moi j'ai entendues de Stéphane Caron, là. C'est ça, il faut vraiment aller voir la certification dans le détail si besoin est, parce que ce qui est sur la boîte, sur l'annonce, et la vraie certification, c'est deux choses. Je crois que même à Montréal, vous avez déjà été auprès de l'employeur pour qu'il demande des preuves de certification. L'autre élément complémentaire, c'est qu'il y a une certification BNQ qui s'en vient. Il va y avoir une petite étiquette sur chaque masque qui va faire foi de ça. Donc, c'est des éléments complémentaires. OK. Une question pour Ariane. Est-ce que l'algorithme est prévu pour être utilisé par les directions de santé publique? Oui, en fait, c'est vraiment un outil qui va s'adresser aux équipes de santé publique. Je dirais principalement celles en santé au travail, mais dans chacune des régions, l'organisation entre EMI et santé au travail peut être différente. Donc, on souhaite que ce soit un outil pour les équipes de santé publique. Il y a une question concernant les travailleurs vulnérables, des gens qui vont avoir des complications. Est-ce que c'est prévu que des travailleurs qui seraient plus vulnérables par rapport à des problèmes de santé soient retirés plus rapidement au début des éclosions? Je peux peut-être répondre en deux parties. Donc, quand il y a des éclosions au milieu de travail, une des choses, on pose des questions en lien avec les femmes enceintes pour s'assurer qu'elles sont retirées et qu'ils sont comme au courant du PMSD. Fait qu'il y a comme un lien qui est fait. Pour les travailleurs avec des maladies chroniques, je dirais que c'est encore un travail en cours. C'est selon le guide des maladies chroniques, s'il y a une éclosion dans un milieu, ils doivent être comme réaffectés, des choses comme ça. L'enjeu aussi qui est difficile, c'est que ces travailleurs-là, souvent, ils ne peuvent pas être réaffectés, puis là, ils se retrouveraient comme peut-être sans rémunération. Fait que c'est complexe. Fait que c'est ça. C'est ça, moi, mon commentaire là-dessus. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut rajouter quelque chose. Donc, que faites-vous avec les cas faiblement positifs qui ont un deuxième TAN négatif? Bon, je peux peut-être me lancer. Dans notre région, on a des gens de laboratoire top-notch, là. C'est les meilleurs au Québec, en passant. Mais notre laboratoire, excusez-moi, rapidement commençait à donner des résultats sur faiblement positifs. Donc, il y a un algorithme par rapport à ça. Et puis là, il faut même tenir compte de la technique de prélèvement pour l'interprétation. Donc, moi, je laisserais plus ça là, à mes collègues de maladies infectieuses, mais il faut vraiment suivre la littérature puis les indications, je crois, de l'INSPQ et de nos infectiologues microbiologistes. Moi, ce serait ma recommandation comme médecin de santé au travail. Oui, il y a une recommandation par l'équipe gestion cas contact à ce sujet-là. La question, allez-vous suggérer des critères de dépistage pour les groupes de travailleurs?
Ariane? On ne pensait pas aller aussi loin là, dans nos suggestions. On pensait quand même en rester à quelque chose d'assez global parce que, comme l'a dit Sidonie, il y a des avantages, il y a des inconvénients à le faire, puis c'est pas toujours, c'est peut-être pas toujours justifié de le faire. Puis en fait, les pratiques sont peut-être un peu différentes d'une région à l'autre, mais dans notre région, on n'a pas procédé à de dépistage massif, peut-être 2 ou 3 fois dans certains milieux particuliers ou plus fermés, là, où ça peut être pertinent plus rapidement. Mais en général, c'est pas, en fait, c'est pas automatique. Puis il n'y a pas vraiment de critères. Je pense qu'il faut prendre l'ensemble de la situation et juger si on juge que c'est à risque et si ça va apporter un bénéfice. OK. Il y a des précisions concernant les masques. La norme BNQ que Pierre évoquait tantôt, c'est vraiment par rapport au couvre-visage. Donc, ce n'est pas une norme qui s'applique ce qu'on appelle aux APR, aux appareils de protection respiratoire, qui, eux, habituellement portent une étiquette normée. Et pour bien faire la distinction, selon ma compréhension, tous les masques médicaux qui sont recommandés, normalement, une des normes, c'est ASTM. Et habituellement, il y a Level 1, Level 2. Et donc, c'est des masques qui sont recommandés qui viennent normalement avec un certificat fourni par des laboratoires de la part du vendeur. J'imagine, si on n'est pas capable de mettre la main sur le certificat d'un labo, on peut se poser quelques questions. Puis il y en a qui se posent des questions par rapport au coût de l'investissement qu'un employeur doit faire dans les mesures préventives versus les pertes dues par une éclosion. Est-ce qu'on vous a questionné à ce sujet-là? Moi, je vais en profiter parce que j'ai vu passer une question dans le chat sur la diminution de la production. Vous comprendrez que ça a fait l'objet de discussions parce qu'entre on maintient la production avec tous les risques versus fermeture, là, il y a tout le spectre. Dans le cas que je vous ai présenté, il y a eu une diminution de production parce qu'ils ont diminué, ils ont laissé du temps entre le quart de jour et le quart de soir. Donc, il y a eu 1 heure là, qui a été allouée pour permettre qu'il n'y ait pas de croisement. Ça s'est traduit par une diminution de production. Donc, ça, c'était toujours dans l'équation, l'espèce de balance entre continuer à travailler de façon sécuritaire. Ça, on l'a martelé. Il a fallu convaincre tout le monde, en particulier le syndicat, que c'était vraiment notre but comme santé publique. Notre but, c'est pas de garder les usines ouvertes à tout prix, puis de continuer à permettre la production, bien que c'était peut-être le message gouvernemental. Notre objectif, c'est de s'assurer que les travailleurs peuvent travailler en toute sécurité, dans la mesure du possible, mais à travers une éclosion. Donc, effectivement, ça s'est traduit par une réduction de production dans les faits. Et là, c'est à l'entreprise de jauger est-ce que ça en vaut la peine par rapport au coût, par rapport au nombre de travailleurs qui sont absents. Ça, c'est l'entreprise qui peut décider est-ce qu'on peut maintenir les opérations ou non. Moi, dans mon idée, ce n'est pas une décision de santé publique rendue là. Bien, moi, c'est ça, je dirais que pour certaines entreprises, là, puis très rarement des grosses entreprises avec des grosses éclosions, on a recommandé une diminution de la production. Bien, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Des fois, il y a des entreprises qui ont 1 ou 2 quarts de travail, fait qu'on peut demander l'augmentation du nombre de quarts de travail pour essayer de diminuer le nombre de personnes qui sont là en même temps. Des fois aussi, il y a eu l'ajout d'espace, fait que du rajout, par exemple, de salle à dîner ou des fois des usages d'espace qui n'étaient pas utilisés avant pour comme espacer les travailleurs. Puis, dans certains cas, on a demandé qu'il y ait moins de travailleurs qui rentrent travailler. Ça ne s'est pas fait souvent, mais nous, c'est comme un outil dans notre boîte à outils. C'est un peu le pré-fermeture, mais encore là, la fermeture, c'est très, très rare. On ne fait pas ça. Là. Puis, dans le cas que je vous ai présenté aujourd'hui, c'était déjà planifié, c'était un congé, fait que ça a comme bien à donner. Mais c'est ça. Bon, ben c'est bien. Merci beaucoup à tout le monde. C'est le temps de conclure. Je pense que ça a été très intéressant. Ça nous montre les différents aspects des interventions des équipes de santé au travail et l'implication de la santé au travail à l'intérieur de la pandémie, et notamment au niveau des éclosions et de l'intensification, je dirais, des actions qui sont menées sur le terrain avec tous les enjeux qui ont été bien décrits par l'ensemble de nos présentateurs. Je les remercie beaucoup.